Est-ce que vous arriverez à dormir en sachant que le marché peut perdre, dans le pire des cas, jusqu'à 50%? J'ai investi une énorme partie, 70% de taux d'épargne. C'est, je pense, un des plus gros taux d'épargne qu'on ait jamais vu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ici? Crypto, action, compte bancaire. Pas de livret, pas de matelas de sécurité. Là, tu dors par terre, il n'y a même pas de futon. Le jour où il y a un pépin, ça risque de faire un peu mal puisqu'il faudra vendre des actifs et ça, c'est pas terrible. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine un peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais analyser 3 profils de Français qui gagnent le salaire médian, à savoir 2000 €. C'est parti. Je vous l'ai dit, le salaire médian en France c'est à peu près 2000 €, c'est-à-dire qu'il y a 50% de la population qui gagne plus, 50% de la population qui gagne moins. Et on commence tout de suite avec un enseignant qui nous dit que le livret A et le LDDS sont plafonnés, n'ayant aucune connaissance dans l'investissement, je plaçais toutes mes économies là-dedans. Mais ça c'était avant. Immobilier, grosse partie évidemment 75%, 129 000 €, propriétaire d'un appartement dans le centre de ville de Rennes, pas mal de cash 22% et une note Finari qui est plutôt pas mal, 79 sur 100, on regardera où est-ce qu'il perd des points tout à l'heure. Du coup le profil, notre enseignant il a 31 ans, il est pacsé, il est papa dans quelques mois, félicitations. Enseignant du coup salaire de 2000 à 2600 € par mois, plus 620 € de loyer, ce qui me fait dire que l'appartement qu'il a à Rennes c'est un bien locatif. Je suis désolé, en France les profs sont pas assez payés. C'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui est important, ça devrait être mieux rémunéré que ça. Je comprends pas les niveaux de salaire, en Allemagne les niveaux de salaire sont bien plus élevés, ça me désole à chaque fois. Certifié sans héritage, félicitations, tu es parti de pas grand chose et donc ton objectif c'est une maison plus une liberté financière avant la retraite. Faire fructifier mon épargne pour acheter une maison et être libre financièrement dans 20 ou 30 ans. Études, enfants, voyages, loisirs, enveloppe conséquente pour la retraite. Donc ça c'est un objectif qui est assez clair, qui est assez commun en réalité. La stratégie, tu nous as mis ton cash flow, donc tu as ton salaire, tu as le loyer qui tombe de ton appartement, regardez comment tu l'exploites et s'il est cash flow positif, bah tiens on le voit déjà puisque c'est un LMNP, tu as le prêt IMO à 475, donc là on pourrait se dire bah c'est génial, c'est hyper rentable, mais en fait on voit que bah, y a plein de petits frais qui viennent grignoter tout ça et donc il est un peu négatif, mais bon c'est très faible, hein, c'est 20 €, c'est vraiment pas grand chose. Il a l'assurance, les charges de copro, la taxe foncière qui ne fait qu'augmenter. Donc les investissements mensuels eux sont bien présents, 200 € dans une assurance vie, ok intéressant, pourquoi pas un PEA, on va voir ça. Le logement, donc tu loues évidemment un appartement à côté, tu as du loyer, tu as des charges. La vie quotidienne, un peu de course, un peu d'essence pour aller à l'école j'imagine ou pour te déplacer, un peu de voyage, un peu de sortie, c'est très réduit hein, ici en réalité je trouve. Les abonnements, bah, pas mal de sport. Est-ce que tu as une salle de sport qui est un peu premium? Est-ce que tu payes des coachs, des cours collectifs? Intéressant d'avoir ton avis là-dessus si tu regardes la vidéo. Et ensuite streaming, mutuelle, assurance, bon ça c'est vraiment les points les plus classiques qui reviennent très souvent. Immobilier, propriétaire d'un appartement dans le centre-ville de Rennes que je loue 1220 € par mois, charge comprise, il s'autofinance donc je pense que c'est intelligent de le garder. J'imagine que tu le possèdes avec quelqu'un et d'où le fait de toucher la moitié du loyer. Actions et fonds, PEA, je me renseigne actuellement pour en ouvrir un. Je confirme, c'est une bonne idée a priori si tu veux investir en actions. 2 AV, je ne sais pas si c'est une bonne affaire, pas d'ETF géré par la banque qui investit dans des actions dans leur intérêt. En fait si, tu sais que c'est pas une bonne affaire. J'ai pas besoin d'analyser votre profil pour que vous preniez les bonnes décisions. Vous le savez au fond de vous que si la banque gère elle-même et qu'elle achète les actions qui l'intéressent ou les fonds, ça peut pas être dans votre intérêt. Ou alors vous allez avoir beaucoup de bol, mais bon c'est rarissime. Un CTO ouvert il y a quelques années via mon conseiller bancaire pour réduction d'impôts. Alors ça n'a aucun sens. Je veux bien comprendre en quoi il y a de la réduction d'impôts dans un CTO. Peut-être que le conseiller bancaire t'a proposé d'ouvrir un compte titre en vue de faire une donation et donc de purger les plus-values, mais alors je ne vois pas comment tu vas faire de la réduction d'impôts, mais on va découvrir tout ça. Les livrets, donc ta grande passion, livret A et LDDS plafonnés, n'ayant aucune connaissance dans l'investissement, je plaçais toutes mes économies là-dedans et je comprends, hein, c'est un peu le réflexe de base puisqu'on se dit c'est sûr, au moins je ne perdrai pas mon argent, mais en réalité tu perds en pouvoir d'achat. Donc forcément c'est compliqué de passer d'un actif où il peut que monter très doucement à un actif comme la bourse où il peut monter rapidement mais il peut aussi baisser. Pas évident, c'est pour ça qu'il faut investir dans les connaissances avant d'investir son argent. Aujourd'hui je souhaite garder cet argent pour un potentiel apport, achat maison dans le Finistère Sud et pour l'arrivée du bébé. Du coup les questions, dois-je continuer mon DCA de 200 € pour l'AV plus 200 € sur PEA ou arrêter le DCA sur l'AV pour mettre 400 € sur le PEA? On va regarder. Est-ce le bon moment pour acheter dans le secteur de Pont-l'Abbé? Je ne connais pas Pont-l'Abbé mais on a quand même fait quelques petites analyses pour te donner un début de piste. Du coup ton patrimoine, comme tu nous disais déjà, tu as l'immobilier et donc ce bien qui est quasiment cash flow positif, mais en réalité ce qui compte c'est le TRI, c'est combien il t'a rapporté. Est-ce qu'on va avoir cette analyse? Ça dépend de ce que tu as renseigné sur Finari. A priori, je n'ai pas le TRI malheureusement, mais j'ai la rentabilité brute de 5%. C'est relativement faible pour de l'ancien, j'imagine que c'est de l'ancien. En tout cas, tu as fait une plus-value là-dessus.
Le LMNP, c'est un régime qui a été raboté. Aujourd'hui, c'est toujours intéressant pendant l'exploitation, puisqu'on peut passer les amortissements en charge. Par contre, on les réintègre à la sortie, et là, c'est un peu la douche froide, puisque, bon, j'en ai fait l'expérience, on paye du coup plus d'impôts, puisque la plus-value est plus importante. Donc ça, c'est un peu dommage, ça vient de changer. C'est un régime qui, je pense, va continuer d'être raboté, puisqu'il est très favorable, et donc, France, on n'aime pas trop les régimes qui permettent de s'enrichir grâce à l'IMO. Sachant que le totem vraiment absolu, c'est l'absence d'impôt sur la plus-value sur la résidence principale. Ça, le jour où ça saute, alors je pense que là, il y aura une révolte absolue. Mais le LMNP, je pense que politiquement, c'est beaucoup plus simple de taper dessus. Donc, est-ce qu'il faut le garder ou pas? Je pense que tu as décidé pour toi. Tu l'as dit, le bien est rentable, ça te convient. Moi, j'ai envie de dire, on touche à rien. Je pense qu'il y a d'autres sujets. Le sujet, notamment, c'est les livrets. Donc là, tu as 2 livrets, le LDDS et le livret A. Ici, les deux sont au taquet. Je ne pense pas que tu puisses prétendre au LEP. Il faudra regarder les seuils, mais non, à mon avis, tu vas être largement au-dessus. Donc ça va pas être bon. Donc, je veux dire, tu es au top sur les livrets qui sont sécurisés. Il faut juste accepter que le rendement n'est pas terrible. Les comptes bancaires, pas mal de cash, je trouve quand même. Est-ce que là, tu peux pas arbitrer et mettre cet argent au travail? Est-ce que tu as besoin de tout ce cash sur tes comptes? Ça à voir. Je vois d'ailleurs qu'il y a un compte de gestion locative. Ça, c'est très bien de prendre ça comme habitude, d'avoir un compte qui est vraiment dédié, puisque vous allez avoir sur ce compte le remboursement de l'emprunt et vous allez avoir les rentrées des loyers. Et en plus, vous avez payé l'assurance et les impôts et les machins et les trucs. Donc c'est bien d'avoir un compte à part, de vraiment ségréguer. Si vous avez beaucoup de biens immobiliers, c'est bien d'avoir un compte par bien pour vraiment faire une compta assez propre. Après, vous pouvez toujours réarbitrer si un jour vous n'avez pas assez de cash à droite ou à gauche. Parce qu'il y a toujours des dépenses un peu inattendues. Actions et fonds, et je pense que c'est là où tu voulais vraiment en savoir plus. Tu as donc une superbe assurance vie de ta banque. Et donc là, tu as un fonds Autofocus Transition Climat juin 2025. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le nom est prometteur en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a dans le fonds Autofocus? Alors, ce fonds à formule, alors déjà ça commence bien puisque c'est un structuré, offre la possibilité d'obtenir un gain annuel potentiel de 7% et une protection à l'échéance jusqu'à une baisse de 40%. On est sur un bon vieux structuré. En fait, ce qui me dérange dans l'histoire, c'est pas que tu fasses un structuré, c'est que tu as l'impression d'avoir fait autre chose. Puisque là, si je lis ton texte, c'est pas moi qui le dis, géré par une banque qui investit dans des actions dans leur intérêt. Donc tu n'as même pas compris. Et c'est pas parce que tu n'as pas voulu, c'est juste qu'on te l'a pas expliqué, que tu as acheté en fait un produit dérivé. C'est pas grave d'acheter un structuré, si tu as envie d'en acheter un, pourquoi pas, si tu sais ce que tu fais, vas-y. Mais là, a priori, tu ne sais pas et tu te retrouves avec un structuré, ça n'a aucun sens. Ce structuré, spoiler, évidemment, il y a des frais. Alors je ne sais pas combien il y a de frais, mais à mon avis, ça va être important. On va les retrouver, voilà, bon, frais d'entrée, 2%, les frais de sortie, 2%, ça c'est cadeau. Et donc on va me dire, oui, mais attendez, regardez, vous avez 7% par an, c'est génial et tout. Vous avez une protection jusqu'à l'échéance de 40%. Oui, mais en fait, il faut regarder quel est l'indice. Donc là, l'indice, c'est un S&P Core Eurozone 50. Je crois que c'est les accords de Paris. Et tu as un Decrement Index de 5%. Franchement, c'est pas terrible comme produit. Je vais être tout à fait transparent avec toi. Je pense que le mieux, c'est de prendre tes clics et tes claques et de fermer l'assurance vie. Donc le mieux qui puisse t'arriver, c'est que le produit soit rappelé, remboursement anticipé. Donc le mieux, c'est qu'il soit remboursé et qu'ensuite, tu fermes l'assurance vie. Et soit tu ouvres une assurance vie soit en gestion libre avec des ETF, soit en gestion pilotée ou ce que tu veux, mais c'est toi qui as choisi la gestion qui te convient. Je préfère quand même la gestion libre. Alors, c'est paradoxal, vous allez me dire, j'en ai pas sur Finari, j'y travaille, mais il faut être cohérent jusqu'au bout. Si vous ne voulez pas gérer, vous pouvez déléguer. Si vous voulez gérer, eh bien vous ne déléguez pas, vous mettez les frais au plancher. Mais par contre, si vous déléguez, n'allez pas me mettre de l'argent dans un structuré, surtout quand en face, vous dites que vous êtes à fond sur les livrets. Il y a vraiment un sujet de cohérence. Pour moi, là, il y a un défaut de conseil de la banque. Mais bon, qui suis-je pour juger? Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre assurance vie? Bon là, évidemment, quelle surprise incroyable! Sur une assurance vie Crédit Mutuel, il y a des fonds Crédit Mutuel. C'est vraiment très surprenant. Et donc là, on regarde les frais. Bon, là, c'est le bal des frais. On voit des fonds à 2,17, à 2,10, à 1,90, etc. Donc vous allez me dire, pourquoi pas si le fonds bat son indice? Regardons. Alors, c'est des petits montants, c'est pas dramatique. Si on prend juste le premier fonds, Arkea Select, qu'est-ce qu'il fait sur 5 ans par rapport à son indice? Eh bien, il sous-performe de 40 points. Tout simplement, donc là c'est sur 5 ans, donc c'est pas anodin. Et il prend combien de frais? Ça on l'avait sur Finari, ça c'est pas très compliqué. Il doit prendre entre 1,5 et 2%. Donc cette assurance vie, pareil, est-ce que tu es en plus-value? Oui, très légère, donc en fait tu peux retirer, pas payer d'impôts. Alors ça dépend quand tu l'as ouverte, mais même si tu payes des impôts, ça va être tellement marginal qu'on s'en fiche. Donc là, ma reco, ce serait de fermer aussi l'assurance vie et mettre sur un PEA, et de ne pas ouvrir le PEA dans une banque, mais de l'ouvrir, dans une banque physique, mais de l'ouvrir dans une banque en ligne. Et donc là, qu'est-ce que tu as sur ton compte titre? Tu
tu as un petit produit défiscalisant, donc ça doit être ça. Donc c'est simple, hein. Si la promesse qu'on vous fait, c'est de défiscaliser, vous savez déjà que c'est un mauvais produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on investit pour générer de la performance et on optimise la fiscalité ensuite. Mais c'est dans cet ordre. Générer de la performance, puis optimiser la fiscalité. À choisir, moi je préfère avoir une meilleure performance, payer plus d'impôts. Net, c'est plus intéressant. Là, est-ce que ce fonds est bien ou pas? J'en sais rien, il faudrait l'analyser en détail. Ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas pourquoi ça serait intéressant d'investir dans des fonds qui sont extrêmement illiquides. Là pour le coup, tu es tanké. Voilà, on va te dire, regarde, même le truc qu'on met en avant, c'est la réduction d'impôts, comme si c'était une fin en soi. Et moi, je préfère payer 1 million d'euros d'impôts et avoir gagné une fortune plutôt que de payer un peu moins d'impôts, quoi. Enfin, c'est vraiment absurde. Donc là, je trouve ça très dommage. Je pense que tu ne vas malheureusement pas pouvoir sortir de ce fonds. Mais en tout cas, ce que tu peux faire tout de suite, c'est 1. Fermer l'assurance vie, mettre sur un PEA, banque en ligne. 2. Tu pourrais sortir avec des pénalités, à voir avec ton banquier de ton structuré, à vérifier si c'est pas trop pénalisant, mais moi je préfère limite perdre 5% et sortir plutôt que d'attendre trop longtemps, ou alors tu attends d'être appelé puisque c'est un autocall, et ensuite là tu fermes l'assurance vie et tu mets ça sur le PEA. Je pense qu'avec ça, j'ai déjà répondu à ta question. Donc non, tu arrêtes le DCA sur l'AV puisque là a priori il n'y a rien à faire. Tu peux ouvrir une AV par ailleurs, mais ouvre-la chez un courtier en ligne, soit en gestion libre, soit en gestion pilotée, profilée, mais avec quelque chose qui correspond à ton fil en mettant les frais au plus bas. Est-ce le bon moment pour acheter sur le secteur de Pont-l'Abbé? Bon, déjà, je pense que avant de rentrer dans le petit Excel qu'on t'a fait, est-ce que tu as envie de vivre dans ce bien? Est-ce que tu as envie de vivre dans ce secteur? Est-ce que tu as envie d'avoir ta maison? Si la réponse est oui, ce n'est pas un investissement, c'est un bien de jouissance. Il faut vraiment le voir à part. Pour information, quand un client en gestion privée arrive en banque privée ou chez nous, chez Finary One, on va lui demander son Finary en l'occurrence et on va exclure sa résidence principale. On va même pas le regarder parce qu'en fait, c'est pas sujet. On va pas vendre sa résidence principale pour faire un investissement. Ça n'a aucun sens. C'est un endroit où tu dois te sentir bien. Donc si tu as envie d'acheter, achète, j'ai envie de te dire. Ensuite, comment tu fais une bonne performance financière? Ce qui compte, c'est la plus-value se fait à l'achat. Donc il faut bien acheter. On peut bien acheter dans tous les marchés. Le plus important, c'est vraiment de trouver ce bien-là. Généralement, les biens qui sont bien achetés, c'est les biens qui sont rénovés. Il n'y a pas de secret. Ou alors, il faut acheter par exemple une maison avec un grand jardin. Tu vas découper le jardin et tu vas vendre le terrain parce qu'il est constructible pour qu'un promoteur puisse construire une autre maison dessus. Enfin, tout ce que font les marchands de biens, généralement. Mais voilà, ici, on t'a fait une petite simulation en disant par exemple que tu as acheté un appartement de 100 mètres carrés en regardant les prix locaux. Tu as quand même des frais de notaire. Les frais de notaire, n'oublie pas que c'est de l'argent qui est jeté par la fenêtre. Vous le reverrez jamais. Quand on dit les loyers, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, oui, mais les frais de notaire aussi. Donc là, tu signes l'acte, tu as déjà jeté 16 000 euros par la fenêtre. Ça fait beaucoup de loyer. De mémoire, ton loyer, il était à 600 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est très très éloigné. 450 euros. Peut-être que tu le divises par deux, mais bon, faut quand même même si c'est 900 euros, ça reste quand même très significatif. Tu peux payer un paquet de loyer avant d'avoir remboursé les frais de notaire. Et donc, combien tu peux emprunter sur 25 ans? Bon, là, on a fait le calcul assez classique, taux d'emprunt, etc. En France, ce qu'on regarde, c'est pas le capital, c'est les flux. Donc, combien tu peux générer de revenus pour payer tes intérêts et le capital? Tu pourras emprunter 205 000 euros, ce qui signifie que, il faudrait 40 000 euros, c'est beaucoup, et actuellement tu as 37 000 euros, en fait, tu es très très proche. Du coup, ça tombe bien, en fait, j'ai envie de te dire, l'apport correspond à ce que tu as déjà, grosso modo, sur tes livrets. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un arbitrage à faire, c'est-à-dire soit tu vas acheter ce bien à court, moyen terme, allez, on va dire moins de 2 ans, moins de 3 ans, soit il faut mettre l'argent au travail, parce que sinon le manque à gagner va être trop important. Mais en tout cas, tu as les moyens de t'acheter à peu près ce type de bien, et in fine, la décision, c'est une décision plus émotionnelle que financière. Et du coup, ton score Finary 79, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Bon, le budget, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Le matelas de sécurité, tu l'as largement, puisque tu prépares l'apport. L'investissement en bourse, c'est là où ça pêche vraiment, puisque tu n'as pas de PEA, tu n'as pas d'ETF. Bon, les frais au plancher, c'est pas le bon. Le DCA, tu le fais, mais tu le fais sur les mauvais supports. Tu as un CTO, mais bon, tu mets un produit défiscalisant dedans. Tu as pris date sur une assurance vie, mais elle n'est pas terrible. Enfin bref, il y a pas mal de réorganisation à faire à ce niveau-là, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas très compliqué. Donc ça va être assez simple à mettre en musique. L'immobilier, bon, ça, tu l'as déjà fait, ça marche, tu as de l'emprunt. Bon, j'ai même pas regardé d'ailleurs à combien étaient tes taux. Tu vois, nickel, 1,30, 0,90, bon, il n'y a rien à dire. Tu as même un prêt à taux zéro, donc voilà, c'est magnifique. Et ensuite, pour le reste, les investissements en soi, bon, ça, tu es au top. Tu as une vision long terme, tu sais exactement ce que tu veux. Tu as un objectif clairement défini. Tu n'as pas optimisé la fiscalité, tu as défiscalisé, mais pas optimisé. Je pense qu'il y a encore un petit push à faire à ce niveau-là. Donc au final, ça te fait un score de 79% qui est très bien. Pour moi, la vraie variable d'ajustement, mais comme la plupart des gens en France, c'est la bourse. La bonne nouvelle, c'est que tu as déjà compris en fait ce qu'il fallait faire. J'espère qu'avec cette vidéo, on t'a donné les clés et du coup, on passe à notre
Deuxième profil, 23 ans, cet ingénieur risque averse. Risque averse, bon, c'est une expression pour dire qu'il n'aime pas prendre des risques, mais il prend tous les risques. C'est très paradoxal. Donc on est sur l'ingénieur paradoxal. Mon objectif est de devenir professeur de mathématiques. Encore un prof, c'est une vocation. Notre ami a 74% de son patrimoine en crypto, c'est pas mal. 26% en actions, donc on est vraiment sur quelqu'un qui est full risque. Le profil ingénieur pré-sales en ESN, c'est quoi une ESN? C'est une société d'informatique. En couple, 23 ans, ingénieur pré-sales, du coup tu me disais, CDI, salaire de 2500 € net par mois, plus 30% de variables, donc ça peut monter pas mal plus haut, ça peut dépasser les 3000 €. Il est aussi professeur de maths particulier, il gagne 100 € par mois, donc il donne quelques cours. Zéro héritage et je ne risque pas d'en avoir, je te certifie donc sans héritage. En deuxième ici, on voit que la vocation est plutôt noble. Mon objectif est de devenir barista fire vers 50 ans et de devenir prof de maths à lycée à mi-temps. C'est une partie de mon rêve. Franchement, c'est beau. On a besoin de profs de talent, on a besoin de profs surtout qui ont envie d'aller bosser. Et encore une fois, je pense que pour donner envie d'aller bosser, il faut les rémunérer correctement. Et c'est possible. On est un pays riche qui gaspille son argent. C'est une autre question. Barista fire, c'est quoi? Ça veut juste dire qu'en fait, il veut pas vivre en privation, quoi. L'idée, c'est de dire que s'acheter des cafés, c'est un peu la blague chez les fire, c'est de dire, voilà, n'achetez pas votre café à 15 € chez Starbucks, ça coûte hyper cher. Vous pourriez investir cet argent. Là, le barista fire, il n'a pas envie de se poser ces questions-là. Et surtout, il a envie d'avoir un petit job à côté, donc quelque part, de cumuler ses revenus passifs et ses revenus actifs. Et donc toi, ça serait être prof. Être riche m'importe peu, je souhaite être libre et faire une chose que j'aime le plus, enseigner. Très très cool. Stratégie aversion au risque sans livret avec crypto. Le cash flow, tu nous l'as dit, hop, tu as ton salaire qui est quand même pas mal, tu as les cours de maths et donc tu investis une énorme partie, 70% de taux d'épargne, c'est je pense un des plus gros taux d'épargne qu'on ait jamais vu. La crypto, le PEA, le livret A, donc là on a vraiment le spectre complet du risque inversé puisqu'on est beaucoup sur le très haut risque et très peu sur le pas risqué. À côté, tu investis dans le sport, paddle et la salle, faut se nourrir a priori, un peu les transports, le restaurant, mais bon c'est très light en réalité, et ensuite 500 € de budget, loisirs, etc. Donc au final, ce qu'on retient, c'est que tu ne payes pas de loyer et c'est ça qui te permet d'avoir un taux d'épargne. C'est pas d'héritage, mais bon, en même temps, hébergé par les parents. D'ailleurs, je crois que tu nous le dis, voilà, je vis encore chez mes parents par choix afin de pouvoir investir au maximum. Tu as complètement raison. Ça reste le meilleur hack pour maximiser son taux d'épargne. Encore faut-il bien s'entendre avec papa et maman. Très grosse aversion au risque, vraiment, très bizarre de dire ça quand on fait autant de crypto. 2/3 de mon salaire d'alternant dans la crypto depuis 2 ans, 18 000 € investis en 24 mois. J'imputerai la totalité de mes primes de participation intéressement dans mon PEE, 0 abondement. Ok, intéressant, on va regarder ce qu'il y a dedans. Actuellement en CDI, je compte diversifier un peu plus. Crypto CTO 1000 €, PEA 400 € par mois sur ETF et valeur énergétique ASML. Deuxième PEA sur mon Finari, celui de ma copine, je la monte mensuellement afin de l'initier. Anecdote, Stellantis a été son premier investissement parce que les dividendes étaient très gros. Idéal comme première erreur, je dois te dire, ça fait partie du jeu, on va regarder ce que ça a donné en termes de perf. Livret A 300 € par mois une fois que je l'aurai ouvert. Du coup, les questions, ma stratégie risquée te paraît-elle optimisable? Sur quel aspect? On va regarder, ma copine à qui il reste 2 ans d'études dans le public hésite à contracter un prêt étudiant de 10K pour investir. Qu'en penses-tu? Bon, ça on l'a eu plusieurs fois, hein. Vous avez vu plein de profils qui investissent leur prêt étudiant, des prêts à taux zéro. Moi j'ai eu quelqu'un ici, mon stagiaire qui l'a fait. J'ai envie de vous dire, c'est à vous de voir. Est-ce que vous arriverez à dormir en sachant que le marché peut perdre, dans le pire des cas, jusqu'à 50%? C'est ce qu'on a vu en 1929, on a vu du moins 45% en 2008. Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec ça? Si la réponse est oui, pourquoi pas? Si la réponse est non, vous oubliez et vous faites autre chose. Mais je pense que c'est assez risqué. Ce que font beaucoup de gens, c'est peut-être faire un projet IMO. D'ailleurs, on avait vu aussi des cas sur cette chaîne. Mais encore une fois, c'est une idée d'aversion ou de capacité à prendre du risque. Donc si elle est capable de prendre du risque, pourquoi pas? Mais n'oubliez pas que le prêt étudiant n'est pas fait pour ça à la base. J'ai tendance à me méfier des influenceurs du monde de la finance. J'écoute beaucoup Marc Fiorentino, que je juge très pertinent. Je le recevrai bientôt sur cette chaîne pour un 3e épisode. En toute sincérité, quel influenceur conseillerais-tu? Bon, je vais te le dire très clairement. Aucun. Je te conseille personne en fait. Fais-toi ta propre opinion, regarde les contenus. Il y a plein de vidéos qui sont très bien. Il y a cette chaîne, mais il y en a plein d'autres. Moi, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse. Quelque part, ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est j'espère donner de la valeur et permettre aux Françaises et aux Français de mieux investir. Maintenant, ne prenez pas ce que je dis pour de l'argent comptant. Regardez ailleurs. Lisez aussi des livres. Il y a énormément de littérature financière qui est passionnante. Lisez les journaux si ça vous intéresse. Mais pensez surtout à multiplier les points de vue pour derrière vous constituer une opinion qui vous permet de prendre les bonnes décisions. Moi, ce que je préfère en réalité, c'est les forums. J'ai d'ailleurs créé le forum Finari pour ça, parce que moi, je préférais échanger avec des gens sur Internet plutôt que de parler à des professionnels. Donc bon, il y a le forum Finari, il y a Reddit, il y en a plein d'autres. Ça peut être des endroits où on peut avoir des opinions non biaisées de gens qui n'ont rien à proposer, et ça, je trouve ça intéressant. Donc je suis sur ton Finari, j'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi tu dis que tu as une aversion au risque. Je ne comprends pas. Expliquez-moi dans les commentaires, ou si tu passes dans les commentaires
explique-moi juste ce qui se passe, quoi, je ne comprends pas. Donc tu as un DCA sur Binance. Qu'est-ce que tu fais sur Binance? Tu achètes du Sol, donc c'est du Binance Staked Sol, donc c'est Binance qui stake du Solana a priori. C'est une très grosse position. Sinon BitTensor, Render, un peu de Solana, etc. Pendle, bon je connais pas, on est plutôt sur des altcoins là, hein, clairement. Mais en tout cas, la majorité de tes positions sont dans Solana. La perf est plutôt bonne, enfin sur Solana en général d'ailleurs. Sur le reste, c'est un peu moins bon, mais bon, dans l'ensemble, ça m'a l'air assez bien. Tu as une plus-value quand même de 8,22% et l'allocation, bon, est assez diversifiée. Évidemment, je ne vais pas te le dire, hein, moi je trouve que ça manque un peu de Bitcoin et d'Ethereum, mais bon, ça c'est ton choix. Sur Finari, tu as juste testé, tu as mis 10 €. Là, a priori, c'est un tour de test. Ça m'intéresse par contre sur le PEA, donc il y a 2 PEA, tu nous l'as dit, il y en a un qui est à ta copine et l'autre qui est le tien. Celui-là, ça doit être le tien. Qu'est-ce que tu as dessus? Donc tu as du LVMH, du Total, du Air Liquide, du Stellantis. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur Air Liquide qui a été très bien reçue. Je suis très content. Air Liquide, c'est une des entreprises les plus populaires. C'est une entreprise assez passionnante, qui a une vraie histoire de champion industriel. C'est très très cool d'avoir ça en France. Donc toi tu as les ETF US et le stock picking Europe. J'ai envie de dire que ça c'est un peu la façon la plus standard d'utiliser un PEA, en tout cas à mon sens. Beaucoup de stock picking quand même, et en termes de perf, ça donne quoi? Ça donne une perf qui est assez flat, hein, et surtout grosse exposition à la France. Je trouve ça un peu dommage, même si... Pour rappel, c'est la cotation qui va définir l'exposition, c'est comme ça que ça fonctionne dans la finance. C'est pas la répartition des ventes, puisque évidemment LVMH réalise qu'une petite partie de ses ventes en France, la majorité sont à l'international, mais n'oubliez pas que LVMH, quand le taux d'impôt sur les sociétés augmente, c'est pas prévu, mais s'il augmente, bah il paye. S'il y a, je sais pas, augmentation des charges patronales, LVMH passe à la caisse. Donc LVMH est très impacté par ce qui se passe en France, puisque la majorité de ses salariés sont ici et son siège social est ici. Donc ça, c'est comme ça. Je suis pas hyper fan de cette stratégie, puisque je trouve qu'il y a trop de stock picking. D'ailleurs, c'est très intéressant, le stock picking marche pas du tout. Stellantis, Qatar, Total Energy, bof, LVMH, c'est quasiment à zéro, alors que les ETF, ça marche plutôt bien. Donc, je pense que ce serait plus logique de continuer à pousser sur les ETF et de ralentir un peu la cadence sur le stock picking pour rééquilibrer un peu tout ça, surtout que tu es encore dans une phase d'apprentissage, donc il faut avoir les épaules solides. Sur le PEA de ta copine, qu'est-ce qu'il s'y passe? Donc en fait non, c'était l'inverse. L'autre PEA, c'était celui de ta copine qui du coup a plus d'argent que toi. Elle est en phase d'apprentissage, mais elle a déjà investi plus. Bon, ta copine, je pense qu'il faut recentrer sur les ETF et ralentir la cadence sur les actions. Ici, pour toi, bah, j'ai envie de te dire, c'est un peu la même histoire. Tu es un peu mieux placé sur LVMH, mais pour le reste, le total n'est pas terrible et les autres, les ETF ont très bien marché. Moi, je simplifierais tout ça. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de France. N'oubliez pas que si vous habitez en France, vous travaillez pour une entreprise française, vous êtes déjà extrêmement exposé à la France. Donc en réalité, se diversifier en mettant une partie de votre patrimoine financier dans des actions américaines, c'est logique. C'est pas du tout quelque chose de risqué. Enfin, c'est beaucoup moins risqué qu'on ne le pense, puisque il faut pas envisager juste son portefeuille financier, il faut envisager la globalité de son empreinte patrimoniale. Ça comprend aussi là où vous vivez, là où vous payez des impôts, la localisation de votre entreprise, etc. Donc je pense qu'il y a un gros vecteur d'optimisation sur ça à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as ton plan d'épargne entreprise dont je n'ai pas compris pourquoi tu voulais investir dedans si tu n'as pas d'abondement. Peut-être pour l'avantage fiscal, pourquoi pas, ça à la limite tu peux attendre 5 ans et ensuite le rebalancer dans ton PEA, mais c'est un peu dommage. Ensuite tu as un compte titre sur lequel il y a des actions américaines, donc ça c'est plutôt bien, faites du stock picking sur des actions américaines sur du CTO. Ensuite tu as un dernier compte titre sur lequel tu as 11 € d'une position de semi-conducteur et enfin un peu de cash. Donc pour revenir à tes questions, est-ce que ta stratégie me paraît risquée, te paraît optimisable? Oui, ta stratégie est risquée, j'aimerais bien comprendre pourquoi tu dis que tu as une aversion au risque. À mon sens tu n'en as pas. Je pense que ce qui est d'optimisable, c'est, j'ai pas compris exactement pourquoi tu avais acheté ces positions crypto. Moi je trouve que tu pourrais probablement simplifier tes positions, faire un DCA sur Bitcoin, Ethereum, des actifs beaucoup plus gros, ou Solana à la limite si tu veux, et éviter de faire du spray and pray comme on dit, et d'en avoir un peu de partout. Ma copine à qui il reste 2 ans d'études, voilà, bon ça on en a parlé, c'est un peu dangereux, c'est chacun voit midi à sa porte, j'ai donné mon avis, et les influenceurs, comme d'habitude, hein, faut vous informer, aller voir des opinions contradictoires, et ça se passera très bien. Et d'ailleurs, bon ça on va en parler dans ton score Finari dans 2 secondes, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ici? Crypto, action, compte bancaire, pas de livret, pas de matelas de sécurité. Là, tu dors par terre, il n'y a même pas de futon. Le jour où il y a un pépin, ça risque de faire un peu mal puisqu'il faudra vendre des actifs et ça, c'est pas terrible. Donc je pense que la première chose à faire, ça serait de reconstituer le livret pour se mettre en sécurité. Bon, t'en parles, hein, tu dis que tu veux le mettre en place, etc. Mais là, faut y aller, faut vraiment prendre les devants. Du coup, ton score Finari, comment il se passe? Plutôt bien en réalité puisque tu es à 78. Où est-ce que sont les mancos? Bah, le matelas de sécurité, énorme défaut. Le stock picking, à mon sens, t'en fais beaucoup trop et ta copine aussi. Tu n'as pas pris date sur une
assurance vie, ça pourrait être intéressant, à condition de minimiser les frais. Et sur la crypto, bon, tu as un tout petit peu de Bitcoin, mais en réalité, on considère que tu n'en as pas. Donc je pense que c'est là le principal sujet. Immobilier, tu l'as pas abordé, donc on l'a ignoré dans ta note. Donc en réalité, c'est plutôt costaud, mais il va falloir un peu muscler ton jeu sur la partie livret et rationaliser tes investissements. L'ingénieur aéronautique qui a perdu avec les paris sportifs. Donc ici, patrimoine brut et net, 46 000 €. Achat en cours de ma résidence principale, en VFA, vente en état futur d'achèvement, donc c'est du neuf concrètement. Le score Finari, il est très solide, 83 sur 100, c'est le meilleur élève de cette petite promotion. Ingénieur aéronautique à 2350 € par mois, 25 ans, célibataire, sans enfant, ingénieur aéronautique dans les Pyrénées, et donc tu es en CDI, plutôt un bon salaire pour commencer. 1 million d'euros le plus rapidement possible, je suis inquiet pour ma future retraite. Tu as bien raison, parce que a priori le système va imploser incessamment sous peu. La personne d'avant parlait de Marc Fiorentino. Marc Fiorentino, ça fait des années qu'il en parle de cette implosion. Pour le connaître un petit peu, je ne l'ai jamais vu aussi pessimiste, donc c'est quand même dommage. Alors que lui, a priori, il est plutôt du côté de ceux qui n'ont pas trop à s'inquiéter, mais bon, il s'inquiète évidemment pour ses enfants et pour les plus jeunes. Mais c'est vrai que la retraite, ça va être très très chaud. Je souhaite donc me constituer ma propre retraite afin de ne pas dépendre d'un tiers. L'État français, je te comprends. Peut-être qu'un gouvernement à venir décidera de passer à la retraite par capitalisation, qui me semble inévitable. Ça pourrait être une option et j'espère que ça arrivera le plus vite possible pour qu'on puisse enfin mettre l'argent au travail. On avait calculé le taux de rendement réel d'un euro investi sur une retraite, sur la retraite actuelle, le système par répartition. Il était négatif quasiment. Donc c'était vraiment 1 euro cotisé maintenant, en fait, revenait à en gros 90 centimes à la sortie. C'est quand même catastrophique. Mon objectif principal est d'atteindre 1 million d'euros de patrimoine le plus rapidement possible. Ok, très clair. Le cash flow, ici, alors on est sur un taux d'épargne solide, 20%. C'est à peu près la moyenne des Français parce qu'elle a un peu augmenté. On était à 17%. Investissement mensuel, PEA, crypto et une partie pour le nouvel appartement, le loyer, 630 €, après eau, électricité, etc. Les classiques. La vie quotidienne, ça coûte cher puisqu'il y a beaucoup de lignes. Rien de surprenant. Et les abonnements, il y en a pas mal. En moyenne, les Français ont 10 abonnements. Ça fait beaucoup. Ça peut vite chiffrer d'ailleurs. Ils jouent à l'abonnement Finari. Mais ça peut vite chiffrer. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Mais en réalité, optimiser vos abonnements, c'est important. Mais regardez aussi les frais que vous payez sur vos enveloppes d'investissement. Vous savez que ça, c'est un peu mon cheval de bataille. Mais c'est vrai que ça peut très vite chiffrer et ça se voit pas puisque c'est déduit de la performance. Immobilier, achat en cours de ma résidence principale VFA, 234 000 €, donc 35 000 € d'apport par an. Les parents donnent un coup de main et il y a un apport personnel. Endettement de 34%. Je rappelle que le seuil est à 35. Le prêt à venir, 44 000 € à taux 0. 30 000 € à taux 1%. Le reste à 2,25. Pas mal, franchement. C'est un très bon deal, je trouve. Les actions, tu as un DCA sur ton PEA à 250 € par mois. Initialement parti sur une répartition S&P, Europe, Nasdaq. Je me suis rabattu sur le World car plus facile à gérer. Pas de conviction spécifique. C'est un peu la conclusion qu'on fait quand on avance. On finit par rationaliser parce qu'en fait, on n'a pas envie de chercher à optimiser. En plus, il y a quand même un overlap assez fort entre le Nasdaq et le S&P. PEE, abondement de 2 000 € pour 3 500 € de versement par an. Ça, c'est pas mal. PER, abondement de 1 000 € pour 2 000 € de versement par an. Top. Récupérer chaque année l'abondement maximal. T'as bien raison. Ça, c'est vraiment le cas idéal. Et si vous êtes dans une entreprise, dans un grand groupe ou dans une grosse PME, parlez-en à vos RH ou au syndicat d'ailleurs qui gère ça et demandez-leur s'il y a un abondement, si oui, comment profiter, etc. Ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, sachez que les apprentis peuvent aussi en profiter, les stagiaires malheureusement non. Mais si vous êtes apprenti ou en CDI, eh bien, vous êtes éligible et donc vous pouvez aller récupérer un peu de l'argent gratuit parce que l'abondement, c'est vraiment l'entreprise qui vous fait un cadeau. Et ensuite, le PE, ça fonctionne comme un PEA, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Le PER, lui, il est bloqué jusqu'à la retraite. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Crypto, j'ai débuté après le Covid, beaucoup d'erreurs, notamment d'avoir misé sur certains altcoins. Ma plus grosse position était Elrond. Bon, RIP, voilà, petit oiseau parti trop tôt. Depuis, j'ai arbitré pour garder les fondamentaux, BTC et ETH. Donc, on revient toujours à la rationalisation. Actuellement, all-in sur BTC, DCA hebdo de 25 €. Ok. Allocation crypto cible autour de 10% de mon portefeuille. Très clair. Je suis conscient d'avoir peu sur mon livret A, j'y travaille, mais je préfère booster mon PEA sur les débuts. Très clair. Je fus pas mal dépensier à mes 20 ans. Les paris sportifs, notamment, les paris sportifs, cette plaie absolue. C'est vraiment du gâchis d'argent. À la limite, si vous y trouvez un plaisir, vous pouvez parier sur des applications où il n'y a pas d'argent. Ça existe. Est-ce que vous retrouvez l'excitation du gain? Je ne pense pas, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est pas les jeux de hasard. Voilà. Je suis pas fan du tout. Et surtout, ça ne mène à rien de bon. J'ai énormément perdu environ 10 000 € en comptant la crypto. Désormais, je fais nettement plus attention. 10 000 € sur un patrimoine de 46 000 €. Donc, c'est monstrueux. Stratégie très long terme, c'est normal. En même temps, quand tu as 46 000 € que tu vas atteindre 1 million d'euros, il faut voir sur le très long terme.
Les questions: si je veux me lancer dans le locatif, privilégier une SCI, m'associer avec un membre de la famille pour augmenter mon taux d'endettement. Alors je pense que ça, c'est vraiment jamais une bonne idée de s'associer avec quelqu'un pour augmenter le taux d'endettement. Il faut s'associer avec quelqu'un parce qu'on a un projet commun et parce qu'on pense qu'on va pouvoir apporter des compétences ensemble ou les mettre ensemble pour être plus fort, mais c'est pas une bonne idée. Est-ce que faire une SCI, c'est une bonne idée? Ouais, je pense que c'est une meilleure idée en ce moment puisque le LMNP a été raboté. La SCI, voilà, on est dans le régime des personnes morales, donc c'est un peu plus dur pour la classe politique de taper dessus. Donc peut-être que c'est intéressant d'avoir une SCI. Par contre, l'association doit être avec quelqu'un qui a les mêmes intérêts, avec qui tu vas t'entendre, puisque les associés, c'est pour la vie, en tout cas c'est pour très longtemps, et donc là, t'as pas envie d'avoir des soucis. Donc le PE, alors là, magnifique, franchement, 9 000 € de plus-value, 50%. Mais c'est normal quand on a un abonnement qui est aussi gros. D'ailleurs, on voit que c'est chez Safran qui est très généreux, et donc tu as plein de fonds différents. On voit que c'est très France, évidemment, mais bon, en réalité, c'est parce que le fonds est en France, mais le fonds est exposé dans d'autres choses. Les frais sont extrêmement faibles, donc ça c'est plutôt cool, franchement, surtout que parfois les frais sont pris en charge par l'employeur lorsqu'on est employé. Lorsqu'on quitte après, si on garde le PE, c'est l'employé qui paiera. Mais donc voilà, ça peut être pas mal. En tout cas, on voit que ça cartonne. Le plan épargne retraite, c'est un peu la même histoire. Par contre, l'argent est bloqué ici. Et le plan épargne action, tu nous l'as dit, tu es passé sur le MSCI World. Bon, ça c'est le BlackRock qui est vraiment pas cher, 0,25% par an de frais, c'est au plancher. La crypto, tu nous l'as dit, tu as simplifié, tu as des wallets. En plus, ça c'est cool. Comme ça, tu sécurises toi-même ta crypto. Tu as un peu d'argent sur Binance. Mais on est sur une allocation qui est vraiment très standard, BTC ETH. Les livrets, 3 000 € avec un train de vie qui est quand même un peu plus important, puisque pour vivre, en gros, si on enlève tes investissements, il te faut quand même 2 000 € à la louche. Donc c'est un peu light, il faudrait je pense 6 000 € au bas mot pour être vraiment safe. Tu n'as pas spécialement de cash sur les comptes, un peu sur Bourseau, mais on est plutôt sur quelque chose de raisonnable. N'oubliez pas que le cash sur les comptes n'est pas rémunéré, généralement il y a quelques banques qui rémunèrent, mais c'est très rare, donc ça coûte cher puisque c'est un manque à gagner. Du coup ça te fait un score de 83 sur 100. Où est-ce que ça pêche? Le matelas de sécurité, ça je viens d'en parler. Pas de CTO, tu n'as pas pris date sur une assurance vie, bon ça c'est des petits points, ça va pas faire grand chose, mais en réalité le vrai problème il est sur le matelas. Et surtout l'autre question que je pose, c'est très bien de faire de l'immobilier, mais quel est le projet? Pourquoi tu vas en faire? Est-ce que tu es prêt à prendre en charge toute la partie gestion locative qui est très lourde? Est-ce que tu as vraiment envie de t'embarquer là-dedans? Si la réponse est oui, eh bien moi je le ferai seul, très honnêtement. Tu as un bon salaire, donc je pense que tu n'auras aucun problème à emprunter, surtout que tu n'as pas de dette. Donc tu peux y aller et surtout vas-y pas à pas, n'achète pas un immeuble de rapport à Lens parce que le rendement est super. Si tu connais rien, achète déjà un premier appart, un studio, un T2 dans ta ville, dans ta région ou pour découvrir. Et ensuite, si ça te plaît, t'augmentes la cadence. Mais on ne commence pas à l'investissement en partant tout de suite sur des trucs compliqués. Voilà le bilan de ces 3 profils. Donc vous voyez des salaires très similaires, mais des trajectoires assez différentes, des erreurs aussi assez différentes. Mais dans l'ensemble, on converge quand même vers des principes qui sont bien acquis. Et on voit que, mine de rien, le travail de fond qui a été fait sur l'éducation financière et qui a été commencé largement avant moi, mais qu'on porte un petit peu, eh bien, il finit par payer et il porte ses fruits. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, ça se passe dans la description. Vous postulez sur le lien et chaque semaine, chaque dimanche, je sélectionnerai un nouveau profil. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Ciao.